Décembre 2013, je suis en troisième. Après avoir passé la journée en cours, je sors vers 16h. Je prends un Candy à choco. Sur le trajet accompagné de mes meilleurs lascars, je rentre chez moi, je jette mon sac et j'allume la Play 3. Je lance GTA V qui était sorti il y a quelques mois. Rien à foutre des querelles de Franklin et de Trevor. Tout ce que je voulais, c'était choper une voiture et vivre ça. D'ailleurs, je pense que c'est la définition même de la nostalgie, ce son-là en fait. Et je peux te dire que j'en ai vraiment passé des heures à faire des tours de la ville en écoutant. Je sais même pas si j'ai réellement fini le film en fait, mais connaissant mon petit cerveau de collégien, je doute sacrément là-dessus. Enfin tout ça pour dire que j'assimile énormément cette musique-là à une période très joyeuse de ma vie, tout comme j'en assimile un tas d'autres pour différentes périodes. Et s'il y a bien quelque chose qui lie les gens à leurs souvenirs, bah c'est très certainement la musique. Enfin non, pas que, mais voilà, si tu vois où je veux en venir, c'est pas la peine de chipoter. Et c'est justement en faisant ma petite liste des albums de l'année que l'idée m'est traversée l'esprit. Pourquoi ne pas faire un épisode sur la musique dans les animés? Ça s'annonce coriace, certes, mais on aime le défi ici. Du coup, bienvenue les BG à ce nouvel épisode du Shinkansen de l'animation, l'émission qui vagabonde sur les rails de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture nippone. Et il me reste plus qu'à vous dire qu'aujourd'hui on va causer musique. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais aujourd'hui est une vidéo assez particulière vu que, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le premier featuring sur la chaîne. En effet, aujourd'hui, je serai accompagné de mon fidèle jugador catalan, le plus grand fan de Kumiko Omae en France, j'ai nommé Youfo, qui viendra nous apporter toute son expertise très experte sur le sujet un petit peu plus tard dans la vidéo. Et comme je vous l'ai dit en intro, je ne vous cache pas que parler de la musique de manière générale dans l'animation japonaise, c'est un petit peu coriace et ardu à faire. Du coup, je vous propose de ne pas procéder comme à notre habitude avec un chapitrage, mais plus se laisser guider par le flux de la vidéo et le flow de nos émotions. En fait, j'ai juste pas su comment écrire le texte. J'ai pas géré, mais je trouve que le résultat est plutôt correct. Vous me direz ça plus tard. Et pour commencer, je vous propose de parler un petit peu de musique. Mais si la musique, vous connaissez, cette forme de communication un peu implicite, un brin romancé, est très certainement imagé qui a accompagné l'humanité depuis la nuit des temps. Que ce soit un simple bruit de clapet sur un triangle lors de la chorale du primaire ou Bring Me the Horizon qui retourne du Alberta Hall en 2016, ça appartient à une seule et même bannière. Et ceci en dépit de toutes les formes d'expression qu'elle peut prendre. La petite sonorité d'ambiance que peut produire une cheminée, les gigatubes d'un orgue dans une église, les vuvuzelas très casse-couilles dans les stades de la Coupe du Monde 2010, les punchlines de Maes sur lesquelles je ne me prononcerai pas. Maes, on t'écoute pour la punchline. À quoi sert ton million si tu prends perpète? Million, liberté, tu connais. Merci à toi, Maes. Merci à vous. Chiche. Et en plus d'être un média de divertissement à part entière, parce que oui, je considère la musique comme étant une forme de culture, juste qu'elle est un petit peu plus reconnue que d'autres formes. Que ce soit le cinéma, le théâtre, les jeux vidéo, et ce qui nous intéresse principalement ici, à savoir l'animation japonaise. Flashback la vidéo sur l'histoire de l'animation, je vous avais raconté que lors des diffusions d'animés dans les salles de cinéma ou de théâtre, il y avait un narrateur qui racontait le déroulement des événements. Et il n'était pas rare de le voir accompagné d'un mini-orchestre. Enfin, mini-orchestre. La plupart du temps, c'était juste un gars avec un shamisen qui variait les intonations de son instrument suivant la situation se déroulant devant les yeux de la foule ébahie par l'existence de dessins qui bougent. Donc on note qu'à la base, son rôle il était principalement centré sur l'accompagnement et elle n'apportait pas grand chose hormis l'absence de silence. Les choses ont grandement changé depuis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui la musique est un élément central de n'importe quel animé. Combien de fois on entend dire des ouais l'histoire elle est pas ouf, mais la musique elle est banger. Et il y a des œuvres qui se sont réellement fait carry par leur musique. Et voir comme disent les jeunes, elle leur a donné une carrière. Et ce qui serait intéressant ici, c'est de savoir comment on est passé d'un accompagnement à l'animé à un élément quasi central de la production. Et en réalité, il n'y a pas vraiment d'explication pour ce phénomène. On peut tergiverser et suggérer que ce soit l'expansion de la culture américaine après la Deuxième Guerre mondiale qui ait provoqué un soudain intérêt aux Japonais pour l'utilisation de la musique de manière beaucoup plus importante dans leur production animée. Surtout quand tu vois le rôle qu'elle occupait dans les productions de Disney par exemple. Mais ça reste une supposition en soi. Par contre, ce qu'on sait pour sûr, c'est que ceci est le tout premier opening de l'histoire.
Bien évidemment, c'est du Astro Boy et c'est du Tezuka à la baguette. C'était un peu plus d'1 minute, on n'était pas encore à la norme d'1 minute 30 actuelle. Et quand je vous disais que Tezuka avait façonné l'anime moderne, bah c'était pour de ça. Et par la suite, une bonne partie des productions animées se sont mises à suivre la tendance jusqu'à ce que ça couvre la totalité de celle-ci. On note d'ailleurs qu'à l'époque, les openings c'était principalement des voix chantées en chœur par des enfants, parce qu'on restait dans cette thématique enfantine justement. Et ce n'est que vers les années 70 qu'on commence à voir la participation de véritables chanteurs. Isao Sasaki pour l'opening de Goldorak, Ichiro Mizuki pour celui de Captain Harlock ou Albator en France, etc., etc. Par contre, on chantait toujours à la gloire du ou des héros, il faut battre les méchants, tout ça. Et ça va continuer jusqu'à la fin des années 80 avec City Hunter, qui depuis lors entend à faire des openings et des endings, parce que ça s'est développé en même temps, qui n'ont rien à voir avec la thématique de l'anime. On a commencé à utiliser des musiques originales pour diverses raisons. Du marketing, ça peut ramener de la thune d'utiliser des sons déjà connus pour un anime, mais aussi pour que l'animation japonaise se détache de l'esprit enfantin à laquelle elle était durement assimilée à l'époque. Et bien évidemment, cela va atteindre tout son essor lors des années 90, avec des animés jouissant d'ores et déjà d'une certaine popularité, dont les openings vont devenir des classiques incontournables. Je pense à des Initial D avec Dogfight, qui est une icône du hard rock japonais, ou surtout à Déjà Vu, cet OST stratosphériquement stratosphérique, mais on parlera des OST un petit peu plus tard. Je pense à Cowboy Bebop, Moody Jazz et cet opening exceptionnel de par son minimalisme jouissif, mais aussi et surtout, qui dit animé des années 90, dit forcément ah oui, Cruel Angel Teaser, c'est très certainement l'opening le plus emblématique de l'histoire de la Japanimation. Déjà de 1 parce que le son il est grave lourd, mais aussi parce que c'est Evangelion. D'ailleurs, j'ai fait une giga vidéo sur Eva, c'est la dernière vidéo à être sortie sur la chaîne. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue et si vous voulez m'entendre parler de la légende. Mais sachez-le, parfois les rôles sont inversés. Et c'est bien les musiques qui vont permettre la popularisation de certains animés. Et ça concerne principalement des œuvres assez nichées, à l'instar d'un Serial Experiment Lame, qui possède très certainement mon opening. D'ailleurs, et c'était une première pour l'époque, mais l'opening était entièrement chanté en anglais. Et je trouve que c'est assez peu fréquent, même de nos jours. Puis viennent les années 2000 et leur lot de musique d'idol en grande expansion qui vont provoquer un sacré effet boule de neige. Un gars va écouter le son, l'envoyer à son pote, qui lui-même l'enverra à son pote, jusqu'à donner naissance à des rassemblements de la sorte. J'aurais payé cher pour y aller, croyez-moi. On peut aussi évoquer tout l'impact de YouTube et toute la trend des covers qui était très en vogue lors du milieu des années 2010. Avec des artistes comme Pelek, comme Amalie ou comme la reine du monde Roundly, à qui j'ai envoyé plus d'une dizaine de demandes en mariage en mail, mais elle ne m'a jamais répondu. Bizarre, très bizarre comme dirait un certain Thierry Henry. Et je pense que cette mode-là, elle a pu décomplexer pas mal de monde par rapport au fait d'écouter des musiques d'origine animée, surtout en Occident, et ça a commencé à se consommer de manière banale. On peut aussi, je pense, parler des jeux de rythme et leur croissance exponentielle, et qui est principalement amplifiée à base de musique d'animé. Les Osu, Groove Coaster, Muse Dash, Beat Saber, Project Diva, et autres jeux du shaitan de la sorte qui en ont rendu accro plus d'un. Et leur croissance, elle a entre autres permis la démocratisation de plusieurs musiques de niche et maintenant la plupart du temps d'animés. Et qui sait, elles vont peut-être devenir par la suite des trends sur TikTok. Et c'est là qu'on va commencer doucement à sortir de la sphère de musique d'animé pour, allez soyons fous, pourquoi pas, intégrer la pop culture de manière générale. Même si ce n'est pas tous les sons qui ont cette chance-là, mais ils existent tout de même. J'aurais aussi pu vous parler de tout l'impact des Vocaloids et plus récemment des VTubers sur ce genre de phénomène qui n'est absolument pas à négliger. Mais voyez-vous, je ne suis pas vraiment un connaisseur du domaine, donc je vais éviter de dire de la merde et passer à autre chose. Et tout ce que je vous ai raconté ici, ça concernait principalement les openings et leur évolution. Mais concrètement, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'un opening? Eh bien, hormis le fait d'être un extrait d'1 minute 30 de musique pop ou de variété japonaise, la majeure partie du temps bien sûr, sous couvert d'une animation mettant en scène les personnages de l'anime ou de l'arc en question, eh bien c'est avant tout une vitrine pour l'anime, un moyen rapide et facile de se faire de l'autopub et d'acquérir une audience de manière beaucoup plus efficace la plupart du temps que de produire un trailer par exemple. Parce que vous êtes nombreux à vous fier uniquement aux openings pour savoir quel saisonnier vous allez regarder.
Et ça, bah, les big brains de l'industrie, ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et lors des 20 dernières années, bah, la production d'un opening est un point culminant dans celle de l'anime. Qu'il soit catchy, banger, mélancolique ou même nostalgique, on s'en fout. Le plus important est qu'il donne envie aux gens de s'intéresser à l'anime en question. Bien sûr, on privilégiera la plupart du temps un opening qui reflète une facette de l'anime et qui décrit son ambiance qu'à quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai dit la plupart du temps. 上げ踏みの早いこと重ねて僕らは出会った話のハートかくれんぼ始まりは小さな嘘 Ben oui, bah que voulez-vous, il y a des œuvres dont les deux n'ont rien à voir. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça peut entre autres te permettre d'élargir tes horizons musicaux, découvrir certaines pépites, découvrir de nouvelles sonorités pas forcément présentes en Occident. Parce que oui, Ziak c'est cool, mais Magica, ça l'est tout autant. D'ailleurs, on voit aussi que la mode des openings ne concerne pas les animés uniquement. Je pense à cette music vidéo de la marque de friandises Loti, entièrement animée accompagnée d'une musique du groupe Bump of Chicken qui est d'ailleurs un énorme carton. Et c'est là où on se rend compte que la culture de l'opening, elle dépasse le stade de simple générique. On est sur quelque chose qui pratiquement s'individualise et mon dieu combien de fois ai-je écouté l'opening de Yamada-kun and Seven Witches sans avoir une étrange sensation de bonheur et de nostalgie. Pourtant, j'ai regardé l'anime assez tardivement, on va dire, et je suis sûr que ça vous fait cet effet-là vous aussi. C'est normal, ça s'appelle l'anémoya. Et c'est la sensation ressentie lorsqu'on éprouve de la nostalgie pour des choses qu'on n'a pas vécues. Et pour ma part, c'est la seule œuvre au monde qui m'a fait ressentir cette sensation. Et rien que pour ça, je me devais de vous en parler aujourd'hui. En ce qui concerne les endings, qui représentent, pour ceux qui ne le sauraient pas, les génériques de fin, ça serait de l'extrême mauvaise foi de dire qu'ils sont la version bis des openings. Mais il faut l'admettre, ils ne sont pas mis à leur juste valeur et ne se voient pas accorder leur juste valeur. Les sons sont dans la plupart des cas sympas, voire beaufs, et les visuels sont assez ternes comparés à leurs confrères d'avant-épisode. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un ending soigné, ils sortent très rapidement du lot. Que ce soit Samurai Heart de Gintama, Memoria de Fate Zero, Veil de Fire Force ou plus récemment Shoujo Shonen de Sonny Boy, jamais dans nos cœurs. Mais ça reste des cas isolés, voyez-vous. Et je trouve que c'est mieux comme ça. On ne retient certainement pas tous les openings du monde en soi. Ce sera la même chose pour les endings, juste que le nombre sera un petit peu plus réduit, on va dire. Et maintenant qu'on a bien braille concernant les openings et les endings, il est temps de nous attaquer à un autre gros morceau de la vidéo, à savoir les OST. OST ou Original Soundtrack, c'est la bande son de l'anime, un ensemble de musique instrumentale dans la plupart des cas qui sert à étoffer, créer et mettre en valeur l'ambiance d'un anime. C'est très certainement le point le plus important quand il s'agit d'évoquer l'aspect musical d'une œuvre quelconque. Parce que oui, un opening c'est cool, mais c'est skippable au final, et si t'aimes pas, tu vas juste faire avancer le timer de ton épisode. Alors qu'une OST, c'est juste impossible. Hormis pour les gens qui matent leur série en vitesse x2, mais je préfère ne pas aborder le débat concernant ce type de personnes. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on retienne certaines OST par rapport à d'autres, alors qu'en réalité, c'est juste des musiques, et c'est propre à la sensibilité de chacun? Eh bien, c'est plus que certainement dû au rapport qu'elles entretiennent vis-à-vis à la scène à laquelle elles sont immergées. Que ce soit une représentation de la tristesse, de la réussite, de l'échec, de la déception, de la joie, de la peur ou juste du vide, la puissance et l'effet procuré par le moment présent sera certainement amplifié, accru, si et seulement si la musique utilisée concorde parfaitement avec ce qu'on essaie de retranscrire. Des gros coups de violence amère qu'on faut faire chialer l'audience, à l'instar de la prouesse technique et émotionnelle d'un maquillage de chez Mari Okada. Ou au contraire, si ça dévie complètement du propos voulu. Et oui, le secret résidera dans cette incohérence et ce paradoxe créé justement entre l'ambiance imagée et la musique qui l'accompagne. Comme Suser Todd dans The End of Evangelion est, je pense, très certainement le meilleur exemple pour illustrer mes propos. On peut aussi dire que les OST de manière générale sont durement apparentés au genre d'anime à laquelle ils sont attribués. Les mélodies, sonorités et autres musicalités d'un slice of life, school life, rom-com, arémesque, le lycée, n'ont très certainement très peu, voire aucune ressemblance avec le genre de musique utilisé pour ambiancer un quelconque isekai fantasy où le MC est un puceau quarantenaire réincarné en bonbon qui veut sexer des gamines de 8 ans. Et en termes de général, on essaie de maintenir ce rapport très intime entre l'OST et le genre,
et de ne pas dévier de cette règle. Sauf si l'animé est bien évidemment Barjo, à l'image d'un Fooly Cooly qui possède très certainement ma bande-son favorite, tout animé confondu. The Pillows ont su insuffler toute leur âme dans cette BO, et c'est ce qui concorde de manière optimale avec l'univers de l'œuvre. Bordélique, chaotique et en chien. Mais bien évidemment, et pour avoir une bande son excellente, il faut avant tout des compositeurs excellents. Et ça tombe bien parce que dans l'animation japonaise, on en a une flopée. Hiroyuki Sawano et sa spécialisation dans les animés de guerre. On peut dire que sa carrière a explosé depuis la première saison de SNK en 2013. Puis ça n'a fait que grandir avec les Adnoa Zero, Homer, Recreators, Gundam Hathaway et plus récemment 86. Même si je vous avoue que dernièrement je trouve qu'il existe une certaine forme de répétition dans ce musique. Mais bien évidemment ça n'enlève rien à la qualité de cet artiste. Toujours accompagné de sa fidèle Mizuki à qui on doit ces fameuses explosions de tympans qu'on aime tant. D'ailleurs, en parlant de voix chantée en chœur et d'explosion de tympans, comment ne pas évoquer Yuki Kajiura, une petite compositrice random qui a fait quelques œuvres random, genre Fate Zero, Fate Unlimited Blade Works, Heaven's Feel, Madoka l'anime, les 2 films Recap et ses bangers de Rebellion, les 8 films de Karano Kyokai, Zaregoto, Demon Slayer, bref, le CV il est chargé. Imagine genre un mix entre la sainteté d'une église et le diabolisme du heavy metal. Là, ça donnerait Yuki Kajiura entre autres. Beaucoup de voix chantées en chœur, à l'instar des chants religieux tels les anciens, beaucoup d'orgues, tout ça, ça te donne une idée sur le genre de production qu'il peut faire. On peut aussi parler de Kevin Penkin. Notre aussi de choc, au bon son très électronique et un brin féerique à qui on doit des Made in Abyss, Tower of God et autres Eden. Personne n'a regardé Eden, personne. Moi j'ai pas regardé, vous avez pas regardé non plus. Hein. On peut parler de Evan Cole, l'homme à la musique de Verveille, à qui on doit l'une des plus belles douceurs que ce monde ait portée, à savoir la bande-son de Violet Evergarden. Un toucher très élégant qui a su se marier de manière plus que somptueuse avec toute la beauté de l'animé. Il fait d'ailleurs partie de l'élite qui ont osé utiliser une clarinette dans leur production et qui en ont créé quelque chose d'envoûtant. Et bien évidemment, j'ai laissé mon petit favori pour la fin, à savoir cet énorme BG de Kinsuke Ushio. Et là, je vais juste m'abstenir de parler et laisser ses travaux parler pour lui. Magnifique, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est lui qui va être chargé de composer la bande-son de Chainsaw Man, et je ne doute pas qu'il va nous proposer quelque chose de turfu, tout simplement. Et voilà qui conclut cette très brève partie sur les OST. J'ai pas trop voulu allonger pour ne pas que la vidéo soit trop longue à faire. J'aurais par exemple pu vous parler du sound design et prendre un petit exemple, un truc random, genre Liz and the Bluebird. La seule œuvre que j'ai vue à ce jour dans le sound design était la bande-son. Mais bref, le temps presse. Et il est l'heure de parler de choses un petit peu plus importantes, à savoir les animés musicaux. Tu peux y aller UFO, c'est ta partie maintenant, fais-toi plaisir mon frérot, moi je te regarde. Ok, c'est l'heure de plier un classique. Il est 10h, France, je prends mon billet à bord du Shinkansen. Je m'assois, on me distribue un programme, animé de musique. Ok, on y va. Alors évidemment, comment parler de la musique dans les animés sans évoquer ces animés qui en parlent directement? Je sais pas si c'est acquis pour tout le monde, mais le musical est un genre à part entière dans l'animation japonaise. Et c'est pas si déconnant quand on compare avec d'autres formes de médias audiovisuels. On a les comédies musicales hollywoodiennes pour les États-Unis, ou bien bollywoodiennes en Inde. Mais même en regardant du côté des mangas, on a déjà des œuvres qui parlent de musique ou mettent en scène des musiciens. On pense évidemment aux plus connus comme Your Line April, Nana ou Blue Giant, mais aussi à d'autres perles comme Beck ou mon petit chouchou à moi, Solanine. On comprend très vite l'intérêt qu'ont trouvé les studios d'animation japonais à l'adaptation de ce genre d'œuvre, avec l'ajout non négligeable de la musique. Parce que oui, quand tu lis, la musique que jouent les personnages rentre dans le domaine de ton imagination. Et en effet, parmi toutes les œuvres que je vous ai citées, toutes ont reçu une adaptation audiovisuelle, à l'exception de Blue Giant, dont l'adaptation devra se faire en film d'animation courant 2022. Le genre musical semble donc tout à fait propice à l'audiovisuel, et donc par extension, l'animation japonaise. Alors n'allons pas non plus dénigrer le format papier,
c'est sûr que ce n'est pas forcément intuitif de prime abord, et qu'assister dans le silence à une performance légendaire du groupe Beck peut paraître étrange. Mais à chaque médium ses spécificités, les lecteurs trouveront un attrait certain de voir s'imaginer eux-mêmes la musique qui fait frissonner le cœur de cette foule pendant qu'elle scande le nom de Yukio Tanaka. Ouais, j'aime beaucoup Beck. Mais bon, moi je suis un fainéant qui aime beaucoup la musique, et j'ai envie de l'entendre clairement pour pas que celle-ci devienne un mélange tordu entre Radiohead et Rage Against the Machine. Bref, vous avez capté, j'aime les animés musicales. Et ce n'est pas un hasard si Beck et Ibike Euphonium sont dans mes animés préférés. Et même si ce sont des animés qui ont évidemment des dizaines de qualités, une partie de mon amour pour cette série sont dans leur côté musical. Mais on parle de musical depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que le musical? C'est finalement pas si simple de trouver une définition d'un genre, mais allez, tentons d'en donner une. Un musical est un animé mettant en scène un ou plusieurs personnages qui va expérimenter la musique à travers sa vie quotidienne ou son travail. Un genre qui est finalement indissociable d'un de ses codes, il doit impérativement contenir des passages de musique intradiégétique. Et là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est qu'une musique intradiégétique. Une musique intradiégétique est une musique qui est présente dans l'univers de l'œuvre. On parle d'univers diégétique. Pour le dire simplement sans les termes qui vous font bander, en gros, c'est des musiques que les personnages de l'œuvre entendent aussi bien que nous. Elles sont donc opposées aux musiques extra-diégétiques que le Shinkansen vous a présenté plus tôt. Alors ce type d'OST n'est pas exclusif aux animés de musique, et des exemples d'OST intradiégétiques se retrouvent souvent dans l'animation japonaise, que ce soit par un personnage qui va prendre une guitare et chanter une chanson de manière exceptionnelle à la Haruhi Suzumiya, un personnage qui va écouter une musique à la télé ou à la radio comme dans Devilman Crybaby, ou bien, et c'est un exemple que j'aime beaucoup, des bruits qui vont peu à peu créer une musique, comme les gouttes de pluie dans Girls Last Tour. Bref, t'as capté, il paraît presque impossible de montrer l'expérimentation musicale d'un personnage sans entendre ce qu'il créera ou assimilera. Mais maintenant qu'on a bien tourné autour du sujet, parlons un peu plus des animés en eux-mêmes. Durant mon pèlerinage à travers le sujet, j'en ai vu passer plein des animés musicales. Et certains qui utilisent la musique très légèrement comme Ki-On, ou d'autres qui lui en donnent une importance presque documentaire comme Carol and Tuesday. Le fait est qu'aucun animé n'appartient qu'à un genre, et les animés de musique n'en font pas exception. Prenons les exemples de tout à l'heure. Your Lie in April est aussi bien un animé de musique qu'un drame et une romance. Beck est aussi bien un drame et un slice of life. Bref, la musique peut être mise en retrait par moments, et c'est sûr que si on prend Ki-On et Carol and Tuesday, et qu'on rappelle que les deux sont des animés de musique, eh bien ça fait un peu bizarre parce que la proportion de musique et d'importance liée à ce sujet est radicalement différente entre les deux shows. Ki-On, c'est avant tout un slice of life type Moe School Life qui va venir explorer le quotidien d'un groupe de filles dans leurs péripéties toujours mignonnes et drôles. La musique est une sorte de récompense qui vient conclure un passage de l'animé. Des performances finalement rares où les personnages s'amusent. De son côté, Carol and Tuesday est une production signée Watanabe. Un gars que vous connaissez déjà pour d'autres animés comme par hasard Cowboy Bebop et Samurai Champloo, deux animés qui ne sont pas des animés de musique mais qui mettent un point d'honneur à cultiver une esthétique musicale singulière. C'est d'ailleurs aussi le réalisateur de Kingdom the Slope, qui est lui-même un animé de musique. Dans Carol and Tuesday, la musique est centrale, que ce soit dans l'histoire, avec ce monde qui n'écoute plus que de la musique créée par des intelligences artificielles, dans le rythme, avec au moins une performance musicale extra-diégétique par épisode, et dans les propos, avec le monde du show business, l'importance de la musique, et son pouvoir sur les gens. Alors oui, Carol and Tuesday ne parle pas que de musique. Et c'est bien normal parce que quand tu vois Kumiko jouer un solo d'euphonium, on a trois composantes, la musique, l'instrument et la personne. Et ce sont ces trois composantes qui font que les animés de musique sont des animés de musique. La musique, c'est la mélodie. Le simple fait de la représenter est finalement suffisant. On passe du jazz endiablé de Kingdom the Slope au rap rock de Beck, en passant par la pop, la soul et l'électro des performances de Carol and Tuesday. L'instrument, c'est le processus créatif, le cheminement pour y arriver. De la quête d'amélioration de Kumiko dans Ibike Euphonium à l'apprentissage rigoureux et très terre-à-terre dans Nodame Cantabile, c'est une étape très importante dans la valeur qu'on attribuera à la musique. Et enfin, l'humain, les relations entre les personnages, romantiques, amicales ou bien rivaux, il y a toujours un humain derrière la musique. Que ce soit la quête d'une passion chez Yukio, la solitude d'une Misore, ou bien l'impression d'être incompris d'un Kudo dans Kono Totomare. Les thématiques qui peuvent même ne pas tourner autour de la musique, c'est pas si grave. Tous ces animés, même si la musique est parfois mineure, expérimentent parce qu'ils contiennent ces trois composantes, et sont donc bien des animés de musique. Mais il reste un dernier type d'animé de musique. Ce dernier type fait un peu office de HS, de parenthèse, ou bien d'ouverture si t'es matrixé par tes cours de droit. Parce que parler des animés de musique sans énoncer les animés d'idol, c'est un peu contre-intuitif. Mais on comprend très vite le lien entre les deux genres. Et je dis bien deux genres parce que les animés d'idol peuvent être musicales, mais ce n'est pas forcément le cas. Même si Perfect Blue est un animé qui peut être considéré comme un idol, personne ne va oser dire que c'est un animé musical même s'il a une prestation musicale intradiégétique au début du film.
Non. Néanmoins, l'idol est un bon genre qui se mélange très bien avec le musical, et des fois de manière peu conventionnelle. On retrouve par exemple Zombieland Saga qui va explorer le monde des idols en n'oubliant pas de placer 2-3 passages de création musicale. Mais un exemple que j'aime bien, c'est Review Starlight qui va explorer, comme son nom l'indique, l'univers des reviews, qui sont en gros des pièces de théâtre musicales. Review Starlight ne se concentre donc pas que sur la musique, mais aussi l'acting et la danse en général. Mais chaque épisode contient sa propre chanson où 2 personnages vont s'affronter en comédie musicale. Chaque personnage chantant l'intérieur de leur cœur dans une chorégraphie de combat. Donc ces personnages expérimentent autant la musique, mais cette fois d'une manière plus symbolique. Bref, vous l'aurez compris, les frontières d'un genre sont minces. Mais la popularité des animés de musique reste plutôt stable d'année en année, et en 2021 on peut parler par exemple de Vivi ou Tact, OP, Destiny, ou je sais pas comment on le prononce, qui sont 2 animés assez populaires qui donnent une importance assez hétérogène, si vous voulez mon avis, à la musique. Si bien que leur classification en tant que musicale est franchement discutable. Mais bon, ça reste des animés qui placent la musique au sein de leurs œuvres. Après, si on pouvait leur dire que la musique est un sujet assez stimulant pour qu'on n'ait pas forcément besoin d'avoir des combats nuls pour stimuler notre faible esprit, ça serait cool. 22h, je sors du Shinkansen tandis qu'un jeune homme y entre. Peut-être rejoindra-t-il un ami à l'intérieur, je n'en sais rien. Tout comme leur destination que je m'imagine donc être la Voie lactée. Bon, je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo où nous avons humblement tenté de peindre un tableau non exhaustif de la musique dans les animés. Je vous laisse une nouvelle fois à bord du Shinkansen et je remercie chaleureusement mon ref pour m'avoir invité pour ce sujet. C'était vraiment cool, j'ai kiffé écrire ce texte. Incroyable cette intervention, elle est incroyable cette intervention. Je trouve qu'il faut noter ça pour les générations futures, afin qu'ils s'inspirent de ce featuring légendaire. Il y aura un avant et un après cette vidéo, personnellement c'est ce que je crois. Non mais plus sérieusement, je trouve qu'il a dit de très belles choses. Et c'est sur ces belles paroles que je peux vous dire que cet épisode du Shinkansen de l'animation est définitivement terminé. Du coup, merci à toi UFO d'avoir participé aujourd'hui. Ça fait énormément plaisir, c'est le frérot, hein. Allez le soutenir, il y a le lien de sa chaîne en description. Il fait une seule vidéo tous les 3 ans, mais c'est pas grave, il est trop beau. Son Twitter aussi est dans la description, il parle de très belles choses, il parle d'animé, mais pas que, il parle aussi de cinéma, de mise en scène, de réalisation, de Tokyo Revengers, bref, un tas de trucs très intéressants. N'hésitez pas à aller le follow, lui donner de la force, tout ça, c'est le frérot. Ça fait un moment qu'on parle de faire cette vidéo ensemble, on l'a enfin fait. Bref, vous connaissez. Quant à moi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, vous abonner, tout ça. Il y aura très certainement une autre vidéo ce mois-ci, juste avant la fin de l'année, un petit peu après Noël peut-être. On fera une vidéo sur les animés de 2021. On parlera un peu de tout ce qui s'est passé. Ce sera un truc très sympa, ce sera un truc très chill, hein, sans prise de tête. Peut-être qu'on fera une tier list, qui sait, je sais pas. Bref. Ça va pas être un truc très compliqué, je pense même pas écrire de texte, je vais juste y aller au feeling, histoire de conclure l'année. Et pour 2022, je sais pas ce qu'on fera, je sais pas comment je ferai, mais on trouvera une solution, on trouvera quelque chose, on trouvera, c'est pas grave quoi, c'est pas vraiment un souci en soi, c'est Dieu qui donne toujours et Inch'Allah, je pourrais vous faire quelque chose de bien peut-être. Je vous remercie bien sûr pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, vous êtes toujours là, vous répondez toujours présent. Ça fait vraiment chaud au cœur, bien sûr, merci pour tout. Hein. Tous ceux qui viennent, par exemple, me DM sur Twitter, voilà, me parler, ouais, j'ai vu telle vidéo, c'était vraiment cool. Ouais, frérot, faudrait que tu parles de ça. Ça fait vraiment chaud au cœur, bien sûr, Instagram, hein. Coucou Marie, ça fait vraiment plaisir. Bref, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, hein. C'est le seul endroit où je suis vraiment actif tout le temps. Hein. Soit pour avoir des news de la chaîne, si vous voulez parler, débattre, que sais-je, envoyez-moi des nudes. Non, faites pas ça, non, faites pas ça. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt. Prenez soin de vous, protégez-vous, puis yo les BG.